Donc on vient de traiter dans l'annexe 3 la jonction PN à l'équilibre. Maintenant, on va s'intéresser donc au calcul du courant dans la jonction PN hors d'équilibre. Donc on va s'intéresser, en particulier, démontrer la loi de Shockley. Disons que pour simplifier le calcul, je vous rappelle que, par exemple, pour les électrons, le courant d'électrons dépend de deux contributions. La première qui est un courant de dérive ici, et puis la deuxième qui est liée donc à la diffusion. Il y a deux contributions, dérive et diffusion. En fait, à l'équilibre, ces deux termes sont grands, parce que le champ électrique est très important dans la zone de charge d'espace, à l'interface, et puis, comme il y a une très grande différence de concentration entre la zone N et la zone P, les courants de diffusion sont très élevés. Donc ces deux contributions se compensent totalement à l'équilibre, mais hors d'équilibre, on va dire que le courant résultant, en fait, est négligeable devant chacune des contributions, ce qu'on vérifiera à la fin, hein, quantitativement. Donc on va supposer que hors d'équilibre, en fait, le courant, il est petit devant chacune des deux contributions, ces deux contributions dérive et diffusion, se compensant exactement à l'équilibre. Bien sûr, donc, je vous rappelle qu'on a les relations de Einstein, et donc ce qui m'intéresse, c'est de déterminer, donc, et là il faut le courant, mais aussi les concentrations à la limite de la charge des espaces, en particulier les concentrations en porteurs minoritaires à la limite de la zone de charge d'espace. On a utilisé le fait que lorsque on applique un potentiel extérieur à la jonction, les concentrations à la limite de la zone de charge d'espace varient par rapport aux conditions d'équilibre. Donc cette variation de concentration à la limite de la zone de charge d'espace induit un courant de diffusion, ce qui expliquait donc le comportement, en particulier dans le cas de la polarisation inverse. Hein. C'était un courant de porteurs minoritaires. Donc je vais donc montrer cet effet. On obtient donc, en utilisant les relations précédentes, à la limite de la zone P, l'expression suivante. Ça, c'est en présence d'un champ d'une tension extérieure VE. Donc vous voyez que l'application de VE, en fait, d'une tension VE, a créé une différence de concentration en X égale moins d''P, c'est-à-dire à la limite de la zone de charge d'espace qui est donnée par cette expression. Donc le fait qu'on ait appliqué une tension extérieure a modifié la concentration des porteurs à la limite de la zone de charge d'espace, donc a créé, par conséquence, un flux de diffusion de porteurs minoritaires. C'est ça qui donne le courant en polarisation, qui explique le courant de porteurs minoritaires dans le cas de la polarisation inverse. Et alors, selon le signe de VE, on le voit qu'il y a injection ou extraction de porteurs minoritaires. Donc la région P, en fait, se comporte comme un système dans lequel on maintient à la surface un écart à la population d'équilibre pour les porteurs minoritaires. À ce moment-là, il y a un courant de diffusion, comme j'ai dit, qui est donné en utilisant les expressions précédentes par cette relation. Hein. Ça, c'est ce qu'on a en particulier vu à l'annexe 2. Et donc, on peut faire un raisonnement similaire pour les trous. C'était pour les électrons. Là, pour les trous, en X égale plus d''n, on obtient l'expression suivante. Hein. C'était toujours les porteurs minoritaires. Donc, on a le courant total. Donc, en négligeant les recombinaisons dans la zone de charge d'espace, donc c'est la somme des courants des électrons et des trous. Et donc, on obtient en fait la loi de Shockley, qui est donnée par cette expression-là, où JS est ce qu'on appelle le courant de saturation. Donc, le courant total est donné par JS multiplié par exponentielle de EVE, qui est la tension extérieure sur KT, moins 1. Ça, c'est la loi de Shockley. Donc, on voit que quand VE croît, le courant croît exponentiellement. Ce qui expliquait le comportement asymétrique de la diode hors d'équilibre et qui expliquait en particulier le côté redresseur. Et on voit bien qu'en fait, le courant que l'on obtient effectivement est de l'ordre de 10 ordres de grandeur, plus petit que les courants, par exemple, de dérive. Donc, le courant qui apparaît hors d'équilibre est bien petit par rapport aux deux contributions qui étaient à l'équilibre, hein, qui se compensaient à l'équilibre, les deux contributions qui étaient courant de dérive et courant de diffusion. Je vous remercie.